Salutations aux férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro B4 sur 11 qui s'intitule Tome 2, l'expérience humaine de Dieu à la recherche de notre Créateur. Suite à notre conclusion qu'il nous apparaît plutôt vraisemblable que l'univers tel qu'il nous apparaît aurait été l'objet d'une création venant de l'extérieur du dit univers, avant de partir à la recherche de notre Créateur, puisque nous faisons partie de cet univers, commençons par analyser davantage sa création à partir de la réalité observée, afin de tracer le profil psychologique le plus précis de notre Créateur. Ce profil psychologique nous sera d'une aide précieuse dans notre poursuite de la recherche de notre Créateur. En tout premier lieu, je constate le gigantisme de l'univers et sa splendeur inouïe. Je constate la sophistication inouïe de tout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout respire l'intelligence extrême. Tout obéit à des lois universelles, la gravité, l'inertie, etc. Ce qui peut donner l'impression que tout fonctionne tout seul. En observant ce que nous connaissons, la Terre, tout a été prévu en quantité plus que suffisante pour bien accueillir l'être humain, l'air, l'eau, le sol, la nourriture, les ressources naturelles, de vastes espaces, etc. D'ailleurs, après avoir vu des images du sol lunaire et de la planète voisine, Mars, qui semble présenter un panorama plutôt désertique, n'oublions pas qu'il existe aussi des déserts sur la Terre, il me semble évident que nous ayons eu droit, ici, sur Terre, à un traitement de première classe, voire le traitement VIP. Il y a bien sûr certains éléments pouvant présenter un danger pour l'être humain, tremblements de terre, tsunamis, sécheresse, inondations, incendies, ouragans, épidémies, maladies, etc. Toutefois, rien de cela n'a menacé d'extinction l'espèce humaine depuis sa création. À dire vrai, la seule menace d'extinction de l'espèce humaine provient de certains êtres humains eux-mêmes et de certaines de leurs armes. À partir de ces simples observations, il me semble plutôt vraisemblable que notre Créateur dispose d'une puissance qui dépasse l'entendement humain, qui dispose d'une intelligence suprême, qu'il aurait créé l'univers et l'être humain avec amour et une infinie attention des détails, de la beauté et plus qu'ultra sophistiqué. De plus, comme notre Créateur est plutôt vraisemblablement extérieur à l'univers, sinon il se serait créé lui-même, et à son continuum espace-temps, il est concevable que ce Créateur ne posséderait vraisemblablement ni commencement ni fin. Bien que capable de l'imaginer, je ne suis pas en mesure de le comprendre et encore moins de l'expliquer. Cependant, ce mystère ne nous empêche guère de partir à la recherche de notre Créateur à partir des grandes lignes du profil psychologique que nous venons de tracer de notre Créateur et permettre d'orienter nos recherches en conséquence. Pour bien cerner la valeur de notre conclusion, je vais me servir de ma propre expérience professionnelle, 27 ans pour le compte d'une institution financière où je desservais une clientèle d'entreprises commerciales, industrielles, institutionnelles et locatives, petites et moyennes, pour leur offrir la gamme complète en matière de financement et de services financiers connexes. Je transigeais principalement avec les propriétaires qui étaient
actifs dans leur entreprise dans la majorité des cas et dans une minorité de cas, je transigeais avec les hauts dirigeants de l'entreprise dans les cas où le propriétaire n'était pas actif dans l'entreprise. Dans ces derniers cas, le dirigeant possédant le plus haut niveau d'autorité est le PDG, président directeur général. Même un PDG n'est pas en poste par accident ou par hasard. Il est nommé par le conseil d'administration, le CA, de l'organisme ou de l'entreprise, composé généralement d'entre 8 et 12 personnes en général, ayant des compétences pointues et complémentaires, qui a la responsabilité d'adopter les grandes orientations de l'organisation, d'embaucher un PDG, de déterminer son mandat et ses objectifs, d'adopter les budgets, de superviser les résultats obtenus, déterminer sa rémunération et le congédier si nécessaire. Donc, le PDG dispose du pouvoir le plus élevé dans la direction de l'entreprise sur une base journalière, mais relève d'un conseil d'administration à qui il doit rendre des comptes périodiquement concernant les résultats obtenus par l'organisation en regard du mandat et des objectifs reçus du conseil d'administration. Ceci explique qu'un très bon PDG s'efforce d'entretenir les meilleures relations possibles avec les membres les plus influents du CA, en plus de veiller à s'appliquer le plus fidèlement possible à l'atteinte des objectifs qui lui ont été fixés dans le respect du mandat que le CA lui a confié. Cette compréhension du fonctionnement d'une organisation ayant un PDG à sa tête et chapeautée par un CA m'apparaît être extrêmement bien adaptée et très pertinente avec nos conclusions. En effet, notre Créateur a créé l'univers et tout ce qu'il contient, incluant les êtres humains. Comme être humain, je nous conçois comme étant tous et toutes des PDG responsables de notre organisation, c'est-à-dire notre vie, et nous avons été nommés en poste par notre CA, notre Créateur, qui nous a confié une mission avec un mandat et des objectifs dont nous avons à la fois l'autorité pour agir et la responsabilité éventuelle des résultats obtenus. On a tous été nommés PDG de notre vie à notre naissance par notre Créateur, mais nous sommes en probation pendant les premières années de notre vie où nos tuteurs, généralement nos parents, prennent les décisions pour nous en attendant que nous prenions charge de notre rôle de PDG. Puis arrive ce moment où nous commençons à scruter minutieusement ce que nos tuteurs ont pris comme décision pour nous, ainsi que les valeurs fondamentales qui nous ont inculquées. Nous sommes dans la position du PDG qui prend officiellement ses fonctions et qui a à endosser les décisions prises par ses prédécesseurs ou à apporter les changements qu'il juge appropriés. Les bons PDG conservent une copie de leur mission avec le mandat et leurs objectifs afin de ne pas se laisser distraire dans leurs tâches quotidiennes en attendant le moment de leur évaluation par leur CA. De plus, ils entretiennent de bonnes relations avec le personnel de leur organisation, avec les clients et les fournisseurs les plus importants de l'organisation, bref, tout ce qui peut concourir à l'accomplissement de leur mission globale. Les mauvais PDG se soucient guère de tout cela et se laissent distraire dans leurs tâches quotidiennes et vont parfois jusqu'à croire que le pouvoir absolu leur appartient et s'en servent parfois pour abuser de leurs employés, des fournisseurs et des clients à leurs fins personnelles au détriment de leur organisation. Quand l'heure de l'évaluation a sonné, ils sont généralement les premiers à se faire indiquer la porte par leur CA. Une autre analogie qui me semble être compatible et pertinente à nos conclusions est celle avec deux personnes qui ont décidé d'effectuer un achat important, par exemple l'acquisition d'une automobile chacune, mais qui ont une approche très différente l'une de l'autre. La première, appelons-la A, met l'emphase à rechercher le concessionnaire offrant le meilleur service, meilleur vendeur, meilleur mécano, etc., tandis que la seconde, qu'on appellera B, porte son attention sur les produits automobiles et leurs manufacturiers.
Après une série de recherches sérieuses, A choisit le concessionnaire X pour qui travaille le meilleur vendeur de la région. Il offre incontestablement le meilleur service en plus d'être extrêmement serviable et sympathique. Le concessionnaire X dispose de mécanos certifiés et de grande expérience. Pour sa part, B effectue une série de recherches sérieuses sur les marques d'automobiles ayant le plus haut degré de fiabilité mécanique, les moins sujettes aux problèmes de corrosion, les plus sécuritaires, etc. B achète du concessionnaire Z un modèle parmi les mieux cotés et correspondant à ses besoins et à son budget. Le résultat des courses. B a acheté une Toyota Corolla et a bénéficié d'un véhicule fiable et économique avec un minimum de réparation au fil des nombreuses années suivant son achat. A acheté une Lada Vesta et a eu le malheur de voir le concessionnaire Lada de sa région fermer ses portes l'année suivante et la compagnie Lada se retirer du marché canadien l'année d'après. Comble de malheur pour A, sa Lada a éprouvé de nombreux problèmes en tout genre, en plus de subir de très longs délais pour obtenir des pièces de rechange à un coût parfois prohibitif. Finalement, A s'est résigné à acheter une autre automobile d'un manufacturier différent après quelques années de déboires. La conclusion de cette analogie fictive, le sérieux et la qualité du manufacturier est primordial étant donné que le véhicule acheté a une durée de vie prévue de 15 à 20 ans basée sur une utilisation quasi quotidienne. L'importance des représentants, vendeurs, mécanos est secondaire étant donné que le temps passé avec le vendeur se limite à l'acquisition, soit quelques heures, et l'importance du mécano est à peine un peu plus grande, étant donné qu'un bon mécano peut se remplacer par un autre bon mécano sans conséquences financières néfastes. De ces deux analogies, on comprend qu'un bon PDG cherchera à bien comprendre sa mission, son mandat et ses objectifs quand il fera l'objet d'une évaluation et sur quelle base s'effectuera la dite évaluation. En conclusion, le bon PDG comprend que son conseil d'administration de qui il relève est son créateur qui, comme un manufacturier automobile consciencieux, a préparé un guide du manufacturier à l'intention des usagers, PDG. Le bon PDG recherchera le guide du manufacturier afin d'y trouver tout ce qui concerne sa mission, son mandat, ses objectifs, ses directives et son évaluation ultime. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro B5 sur 11, tome 2, l'expérience humaine de Dieu, la découverte de notre Créateur. Tourlou.